Déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde et que le front puisse être aussi intéressant à la FUP. C'était vraiment un coup de poker pour nous, on ne savait pas trop s'il y allait avoir de l'appétence et si vous alliez répondre présent, et donc ça fait déjà plaisir, merci à tous d'être là. Donc comme on vient de le dire, je suis PO à l'infra, donc je m'occupe en gros de tout le backlog de l'infrastructure. Je suis aussi porteur d'une communauté de pratique front. On va en reparler un peu plus tard, je vais vous expliquer assez brièvement ce qu'on va faire. Ça va être une présentation assez dense. Je ne vais pas rentrer en profondeur, par contre je vais évoquer plein de choses sur le front, sur l'organisation de travail, sur les paradigmes, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on teste. Un petit peu de techno évidemment. L'objectif ce n'était pas de faire que de la techno et du coup on va commencer. Je suis obligé évidemment de vous parler un peu de la direction du numérique et de Radio France d'une manière générale. Radio France, c'est 7 radios nationales que vous connaissez tous plus ou moins, France Bleu, France Inter, France Culture, France Info, France Musique, FIP et Move. On rajoute 44 nationales, 44 locales pardon, de France Bleu, donc tous les bleus, Isère, tout ce qu'on connaît bien aussi. On rajoute les orchestres symphoniques et philharmoniques, et là, vous avez à peu près le gros de l'activité de Radio France, donc du son. Nous, on est à la direction du numérique. À la direction du numérique, on porte les offres du numérique, c'est-à-dire l'équivalent de la production sonore à travers les canaux de diffusion numérique, que ce soit aussi bien les radios connectées que les sites internet, les applis mobiles, les IoT, que ça soit du flux audio, de l'AOD ou même tout simplement juste des articles écrits. On est staffé, on est quoi? On est à peu près 130 personnes. On a aussi on est staffé et on est organisé en équipe produit, en méthode Scrum. On a 3 équipes transverses qui sont l'équipe d'infrastructure, l'équipe d'API qu'on appelle Cruiser et l'équipe du player aussi. C'est la seule feature team qu'on ait, qui est un produit en tant que tel. Mais ce sont des équipes vraiment qui sont au service des autres équipes de la direction du numérique, si vous préférez. Donc ce sont des équipes transfert techniques. Après, on a en gros 3 gros pôles classiques. On a un pôle évidemment technique qui fait le gros des gens. On est 70 à peu près à la technique. On travaille énormément avec des prestataires qu'on fait venir chez nous. On aime bien garder les gens longtemps. Souvent, on va jusqu'au bout des périodes de mission pendant 3 ans. Mais avant toute chose, je vais vraiment vous proposer ici de faire une sorte de retour d'expérience sur ce qu'on a entrepris entre 2015, donc à peu près quand je suis arrivé, qui correspond plutôt en réalité à l'arrivée de notre nouveau directeur qui s'appelle Laurent Frisch, qui nous vient de France TV pour l'histoire. C'est lui à qui on doit entre autres le lancement de l'offre France TV Plus et tout ça. Donc c'est quelqu'un quand même qui a des bonnes idées et qui vraiment a impulsé des choses et nous a donné les moyens d'en tester d'autres. Donc en 2015, Radio France, c'est quoi? Radio France, c'est à la direction du numérique, c'est à peu près une vingtaine de personnes, 2 internes, 7 offres, beaucoup de TMA, que du chef de projet, du chef fonctionnel. Donc la TMA, c'est la test maintenance applicative, c'est-à-dire qu'on paye des entreprises pour faire le développement en remote, et du coup forcément tout ce qu'on aime, les allers-retours par ticketing, l'inertie énorme. En termes de gestion de projet, on est en cycle en V, donc c'est de la spec. Le projet, il a une durée de vie déjà morte, en fait, il est limite mort-né de par les specs qui sont déjà outdated, le temps de se mettre d'accord dessus. Et concrètement, on n'est qu'en Drupal 6 et 7, monolithique. Une fois que ça sort, très concrètement, pour nous, on pense déjà à la suite, on prépare déjà la V3 du site, à cette époque-là, j'insiste. Et c'était à peine sorti que c'était déjà de la legacy, que ça tombait en panne littéralement, qu'on découvrait les erreurs en prod, il n'y avait pas de principe de staging, on faisait que de l'infogérance aussi par ticketing. Enfin, c'était tout ce qu'on déteste, je pense, en tant que développeur et en tant que personne de la technique, entre guillemets. Donc vraiment, on a eu beaucoup de douleur là-dessus, pour vous dire à quel point on avait carrément une infra de débord par design, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était normal et c'était admis qu'en cas nominal, on ne serve pas les gens et on les renvoie sur une autre infra qui, elle, soit capable de tanker, parce que le Drupal, lui, monolithique, qui doit tout faire, qui devait grouper les images, qui devait faire la contribution, servir les pages au varnish qui, lui, prenait les connexions clients. Il était à genoux, le pauvre Drupal. On avait beau monter à 128 mégas de RAM, 256 mégas de RAM sur le serve, ça passait pas. Donc,
vraiment, vraiment de grosses conséquences quand même, parce que pour la petite histoire, et on n'en est vraiment pas fiers, c'est vraiment ça qui nous a mis le coup de pied aux fesses, entre guillemets, cet incident et cette interruption de 15 jours, en gros, ça a créé un préavis de grève chez les contributeurs de France Inter. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas faire notre travail de journaliste si, côté technique, vous êtes incapable de juste faire un truc qui marche, en fait. Enfin, et ça se comprend totalement, et on était vraiment piqués au vif, et c'était un vrai problème d'ego. On se dit, mais merde, enfin, on n'a aucune responsabilité, aucun pouvoir, pas de budget, qu'est-ce qu'on fait? Et sincèrement, ce genre de réaction, enfin, on les avait, et pourtant on n'était pas du même côté, entre guillemets. Eux, ils nous reprochaient des choses, on les comprenait, et nous-mêmes, on avait plein de choses à reprocher à ce qu'on devait assumer, alors qu'en fait, on n'était même pas décisionnaire là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vais faire une toute petite digression, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow. Donc Maslow, c'est un psychanalyste, un psychologue, je crois, ouais, psychologue, américain, qui a établi les besoins primaires de l'homme. Et étonnamment, ça marche bien si on essaie de transposer ça aux besoins primaires d'un utilisateur. L'utilisateur que nous sommes tous. Quels sont nos besoins primaires? C'est une idée, ça, d'un homme qui s'appelle Aaron Walter, qui était lead UX chez MailChimp, la solution de mailing massive, et qui a théorisé ça, et qui est vraiment intéressant. C'est dans un super bouquin qui s'appelle Designing for Emotions, sur la collection de Bookuport, que je vous invite vraiment à acheter. Et il nous explique, en gros, un utilisateur, de base, s'il est sur votre site, c'est qu'il a envie et qu'il a un besoin réel, et ce besoin, c'est de réaliser une tâche concrète et immédiate. Et ça doit marcher. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, bah c'est mort en fait. Votre site internet, vous êtes tombé à côté. Donc techniquement, sur un site de radio, si vous n'avez pas de lecture du son, je pense que vous mettez un peu le doigt dans l'œil, vous ne partez pas bien. Une fois que cette fonctionnalité est remplie, évidemment, l'utilisateur il a besoin que ça fonctionne quand il l'a décidé, quand lui en a besoin. Il y a une notion de disponibilité. Là, on parle de disponibilité technique. Donc on parle en gros d'avoir un uptime qui fonctionne, d'avoir la feature de moi je vais écouter mon replay quand je l'ai décidé, il faut que ça marche quand j'ai le temps et que je me suis conditionné pour. Seulement après, l'utilisateur il a besoin que ça soit assez affordant. L'affordant, c'est la capacité à un objet ou à un système de suggérer sa propre utilisation. Typiquement une poignée de porte, ça dépasse, il n'y a pas 36 000 options, on appuie dessus et on devrait s'en sortir. C'est à peu près la même chose. L'aspect utilisable ou l'utilisabilité ici, c'est vraiment l'aspect très froid de l'ergonomie, un peu rébarbative limite, mais qui a été pendant très très longtemps dans le milieu de l'UX et de l'UI défini comme étant le summum. Une fois qu'on atteignait ça, c'était bon, on s'en foutait. Pour prendre une analogie, pour bien comprendre le problème de ce postulat-là à mes yeux, et aux yeux notamment d'Aaron Walter, c'est de se dire, c'est comme si on allait au resto et qu'on se contentait d'avoir emmagasiné 1000 calories. Franchement, on n'a pas plus d'ambition que ça, sincèrement, avec nos produits et nos UI. Donc là-dessus, il se dit, ouais, non, moi quand je vais au resto, c'est pour ressentir des choses, c'est pour avoir un beau cadre, me faire plaisir visuellement, être entouré de gens et ressentir des choses. Et en fait, c'est lui qui a commencé à dire, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire des choses agréables et pas juste se contenter de l'utilisable? Donc c'est vraiment essayer de recentrer sur l'humain. Pourquoi je fais cette petite digression? Parce qu'en fait, nous, concrètement, en 2015, on n'a rien de tout ça. On n'a même pas la fonctionnalité, on a une page et une infra de débord par design. Donc on est vraiment, mais en dessous des pâquerettes, c'est même pas sur l'écran. Donc l'intérêt, vraiment, c'est de se dire, bon, ok, ce monolithe, il est bien, mais on va finir par l'abattre, on va le découper, on va faire autre chose. On a vraiment plus d'ambition que ça. Laurent Frisch arrive. Une petite précision aussi, anecdote que je ne vous ai pas faite, c'est qu'à l'époque, on ne s'appelait pas la direction du numérique, on s'appelait la direction des nouveaux médias. Imaginez la réaction des gens quand on se baladait, tout fraîchement arrivé, et qu'on tombait devant des contributeurs, journalistes de n'importe quelle chaîne de la maison de la radio, qui, eux, du coup, se présentaient comme étant des anciens médias, évidemment. Donc, on avait vraiment une guéguerre, en plus. Si vous vous souvenez de tout ce que je viens de dire juste avant, la grève, les contributions qui ne marchent pas, c'est un enfer. Tout ça pour dire que vraiment, 2015, c'est la prise de conscience, c'est l'impulsion, c'est vraiment l'allumage d'étincelles où on se dit non, il faut qu'on fasse un service et que ça fonctionne. On a des envies, des besoins de qualité, des besoins de sérénité, des besoins de retrouver de la confiance, on a des besoins de ne serait-ce qu'être considéré comme métier de Radio France. Parce que Radio France, au début et à la base, il ne faut pas oublier que c'est un métier du son, c'est des journalistes, ce sont des gens qui ne font pas du numérique, ce sont des gens qui en moyenne sont là depuis 18 ans,
Donc tout ça, ça s'accompagne. On ne peut pas leur dire, bah, écoutez, vous aviez l'habitude de rédiger des piges pour le journal de 8 heures sur Culture, demain, il faut faire de la rédaction web, il faut choisir la bonne photo, il faut faire ce genre de choses. Ça s'accompagne et c'est aussi une des missions de la direction du numérique. Et en gros, nous, côté technique, on se dit, on veut d'autonomie, on veut de la souveraineté, on veut faire un service public serein, pas vendor-locking, on veut être complètement autonome sur nos choix, nos décisions et se financer en fonction de ce qu'on a besoin. Donc en gros, on arrête le dev poubelle, on arrête les specs, et on rêve vraiment de développement durable. On a envie non plus d'avoir un gros monolithe, mais quelque chose de pas inerte et mort, mais de rester sur quelque chose d'organique qu'on va pouvoir faire croître, mais qu'on va pouvoir isoler aussi. Je pense que vous me sentez venir tout de suite. En gros, on a envie de microservices. Ça, je pense que c'est le schéma que vous connaissez tous par cœur, que vous avez tous vu 30 fois. Chez nous, rien de spécial, rien de neuf. On a un BO en Drupal 7 qui contribue et qui fait que de la contribution. On a viré tout le système des WYSIWYG. On passe sur pour le stockage du texte formaté, on passe sur du Markdown, qui est du coup, il y a un éditeur en JS côté client dans le back-office qui fait la création du Markdown, qui met ça dans un message, qui pousse ça dans le RabbitMQ. Les microservices, ils consomment dans les queues, ils dépilent les queues de messages. Et on a des API en Node.js qui vont pouvoir être attaqués directement par un Symfony 2 en PHP. Et on met devant tout ça un varnish pour gérer les connexions clients. Et en gros, c'est gagné. C'est 1 an de travail comme ça. On est passé d'une vingtaine à une trentaine. On a fait plus 10 en 1 an en termes de recrutement quand même. Donc voilà, on a des vraies volontés, on a envie de tester. Et évidemment, il y a d'autres changements. J'en ai un peu parlé rapidement, mais on a envie d'être indépendant, d'être agnostique. Ça nous tient à cœur, sincèrement, de réfléchir à ces valeurs, à cette forme d'éthique. On choisit la méthode Agile Scrum. La méthode est hyper importante chez nous. On a nos directeurs adjoints qui est chargé de la méthode, en fait. Donc c'est lui qui définit Scrum, oui, non, comment, en fonction de l'équipe, du besoin, des interactions. On fait aussi du Kanban sur certains produits. Et du coup, on commence à parler d'itération produit. C'est fini les chefs de projet. Là, on va faire du produit, on va faire du minimum viable product. On va se dire, Radio France sur le numérique, c'est du son, c'est de la navigation, c'est des articles, c'est une page de programme. Et puis, on va s'autoriser à ne pas faire optimum dès le départ, on va s'autoriser à faire acceptable, on va s'autoriser à faire efficace, on va s'autoriser à faire juste fonctionnel. Et la deuxième partie tout à l'heure du petit diagramme, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, mais voilà, on va faire fonctionnel disponible. En parallèle de ça, donc là on est en train de construire l'archi en microservices dont j'ai parlé tout à l'heure. On est en train de mettre en place le back-office et le front-office de France Bleu, donc en Drupal et en Symfony. Et en parallèle, on lance la refonte de la page player de FIP parce qu'il y a des web radios qui vont arriver. Et là, on se pose autour d'une table et on se dit déjà, mais mince, c'est dingue quand même, on a 7 sites de chaîne, il y a 7 fois le même header, il y a 7 fois le même footer, 7 fois à peu près la même navigation, visuellement et en termes d'interface. Et par contre, on s'est amusé à faire 7 fois le templating, 7 fois le développement front, 7 fois l'intégration, avec 7 fois plus d'effets de bord, dès qu'on touche à un truc. En fonction de qui est passé dessus, de la topologie du projet à l'époque, de qui avait payé les choses, vous imaginez bien que c'était pas quali du tout et que c'était même la qualité, à vrai dire, on s'en foutait, il fallait juste que ça marche en fait. Mais du coup, avec cette refonte du player FIP, on s'est dit, bah ok, on va essayer déjà de faire du Perrin, on va essayer de mettre en place quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et qui sera assez générique pour marcher partout et qu'on pourra spécialiser si besoin est. Donc on a mis en place, on a pris Twitter Bootstrap, on l'a forqué, on a viré tout ce qui ne nous intéressait pas. On a mis en place directement juste la partie less, on a viré vraiment tous les trucs de déco qui ne nous intéressaient pas et on a gardé un framework pilotable avec Mixin API qu'on peut inclure dans tous nos projets et qu'on a inclus dans tous nos projets et qui est utilisé actuellement en prod partout. Et l'intérêt de ça, c'est de la facilité et de la rapidité. S'il y a une mise à jour à faire sur la manière de gérer le layout, de gérer les grilles, de gérer les espacements, s'il faut retravailler le header, on le fait une fois, ça marche partout. Il suffit juste après que les gens fassent leur montée de version du framework LS et puis qu'ils fassent leur implème chez eux, faire leur intégration, quoi. Donc l'idée, concrètement, ça semble hyper anodin ce framework LS, et en vrai de vrai, on ne va pas se mentir, ça l'est, c'est hyper simple techniquement en plus.
Mais par contre, c'est vraiment cette volonté de capitaliser sur le travail et de ne pas refaire 2 fois les mêmes choses. C'est pas de se dire, OK, tous les 3 ans, on a un budget pour refaire un site, on jette tout à la poubelle, on recommence pour faire la même chose, juste avec 3 ans de plus, quoi. Là, on se dit, non, il faut qu'on arrive à plutôt capitaliser, que ça devienne vertueux. Donc cette dynamique-là, ces outils-là, ces prises de conscience, ces moyens mis à disposition ont fait que nos petits arbres, ils ont fini par pousser, nous apporter une sorte de lumière et valider notre hypothèse de oui, regardez, à la direction du numérique, on a réussi à faire un site internet qui fonctionne, et pas des moindres, en plus c'est le site internet qui est le plus utilisé, sur lequel il y a plus de contributeurs avec toutes les locales. Il y a à peu près pas loin de 1000 personnes qui contribuent hebdomadairement sur le site de France Bleu. Donc c'est vraiment énorme. Et évidemment, l'indicateur de succès, c'est juste le nombre d'audiences qui a fait que d'augmenter, et Bleu étant le parfait exemple. On a, je pense, fait en gros ce gain juste avec le fixe technique. Le fait d'avoir une infra dispo et un site internet qui marche, quand les bots passent, forcément Google il va vous référencer, il va avoir tendance à vous envoyer du contenu si votre site est de qualité. Et ça, je pense que c'est un vrai levier. La performance au front, au web, perçue par le client, que ce soit un bot ou un utilisateur, est hyper importante. En 2016, en fait, on refait la même chose. On se dit, OK, un premier succès, c'est cool. On passe au deuxième direct, même recette, même joueur, nouvelle partie. Du coup, on a les mêmes résultats et ça gagne. C'est la même chose. Les mêmes observations, les mêmes constats sur le gain de SEO, sur le gain de performance en tout genre. Mais du coup, il y a quand même un petit truc, c'est que depuis tout à l'heure, voilà, on a du fonctionnel, on a du disponible. Est-ce qu'on a d'utilisable? On n'en sait rien. Et puis en plus, normalement, vous devriez me dire, mais en fait, le front là-dedans, on n'en parle pas. Là, depuis tout à l'heure, tu nous parles juste de refonte, tu nous racontes un truc un peu chelou, où c'est pas forcément hyper intéressant. Mais tout ça, il faut bien comprendre que on ne peut pas adresser tous les combats en même temps. Donc on a d'abord adressé les combats primaires, les fondations, on a remis ça d'équerre, on a rationalisé tout ça. Et c'est vraiment au niveau de culture où il y a eu un déclic en se disant, ouais non, surtout culture graphiquement, au tout début de sa refonte, il n'était pas foufou, on avait pas mal de galères. On était passé par une agence externe pour faire la direction artistique qui nous avait vendu un prestat intégrateur pour faire l'intégration chez nous en régie pendant 15 jours. On a récupéré un truc qui était même pas du Twig en fait, on a dû tout refaire en gros, quoi. Donc là, on savait qu'il y avait quand même beaucoup d'écueils. On n'avait pas de compétences design en interne, on n'avait rien. En fait, on avait juste, c'était le parent pauvre, ça ne nous intéressait pas. On était là pour faire des choses qui fonctionnent avant tout, c'était notre objectif. On visait petit, mais pour viser juste, et on a réussi, je pense, sur cette partie-là. Mais du coup, il faut s'intéresser au design, et c'est après la sortie de Culture qu'on s'est mis à se dire, bon, OK, comment on fait du front de quali et c'est quoi un front de quali? Premier constat, concevoir des pages et recevoir des pages quand on est une équipe de dev pour l'intégrer et pour faire un boulot de factorisation et de réutilisation et de logique réelle, c'est juste antinomique. On a un aplat figé et en fait, nous, on essaye d'avoir des choses à corréler et à rassembler ensemble pour garder le moins de spécificité de dev et à avoir les choses les plus génériques possibles. Quand eux, de l'autre côté, c'est l'inverse. Ils font que du hyper spécifique. Ils vont nous redessiner 3 fois le même bouton qui, en fait, aura des différences et ces différences seront importantes. Donc, on se retrouvait à faire tout le temps un petit jeu d'enquêteur où on s'est amusé à, en gros, sur toutes les maquettes graphiques, à les mettre à côté, à se dire ça, c'est la même chose pour faire du composant. Je ne sais pas si vous connaissez Atomic Design. Atomic Design, c'est pareil, ça a été théorisé par Brad Frost, qui est lui, un développeur web front chez Google en Californie, qui s'est dit arrêtons les pages, arrêtons ce côté je bosse en avance de phase quand je suis graphiste et une fois que j'ai fini mon taf, je balance ça au-dessus du mur aux copains dev et puis c'est eux qui se débrouillent et à la fin j'ai juste à me pointer comme ça en me disant là il y a une erreur, là il manque 3 pixels, là c'est pas bien, enfin voilà. Ça fait aucune valeur, on est là pour collaborer, arrêtons d'essayer d'avoir une vision exhaustive, de tout faire en une fois pour plutôt s'autoriser à faire petit mais encore une fois juste et à rajouter au fur et à mesure plutôt que d'essayer d'avoir tous les aplats de pages en avance de phase. Et du coup, bref, Brad Frost est arrivé et a dit, bah ouais, moi j'aime bien la physique, je suis un peu un nerd, je kiffe ça. Et en fait, je conçois les interfaces un peu pas de la physique, pardon, de la chimie, comme de la chimie. Pour moi, il y a des atomes, des molécules, des organismes, des templates et des pages. Les templates et pages, c'est pas très chimique, vous me l'accorderez. Mais pour le reste, je pense que vous avez saisi l'idée. Très concrètement, ça veut dire quoi son histoire?
En fait, il a fait un petit GIF hyper intéressant, où en fait les atomes, ça serait vos tags HTML de simple niveau. Donc concrètement, d'un point de vue HTML, ça serait ça, d'un point de vue CSS, ça serait votre resetting CSS, où vous voulez vous assurer que tout fonctionne de base tout seul. Et si on met plusieurs atomes ensemble, ça fait une molécule, ça nous fait un petit champ de recherche un peu sympa. Si on met un petit champ de recherche à côté d'un logo et puis à côté d'un menu, bah là, on commence à avoir un truc un peu cool et ça devient un organisme. Et puis en fait, si on met plein d'organismes ensemble, bah on a un template qui est vide et ça fait des wireframes et c'est déjà assez suffisant pour aller tester la pertinence de ça sur le terrain avec des tests utilisateurs en guérilla et de savoir si oui ou non cette interface est viable pour votre produit. Et après, si on met des données, qu'on popule ça et qu'on met ça en prod, bah on a des vraies pages en fait. Si on fait le lien entre la vue et le modèle par le contrôleur, ça fonctionne, ça se popule et ça marche. Donc ça, c'est juste un gros changement de paradigme, il faut bien le concevoir pour un designer, pour la pratique du design, parce qu'on lui dit tout ce que tu as l'habitude de faire, bah en fait, tu oublies, et il faut complètement changer. Il faut que tu prennes un aspect plutôt pragmatique, et il faut que tu arrives à faire de la factorisation mathématique. Du coup, concrètement, les designers, ce qu'ils avaient l'habitude de faire en termes de spec jusqu'à présent, quand il y en avait, c'était de la charte graphique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est une charte graphique, et tout le monde en a entendu parler. Je pense que personne ne les a déjà lus ou n'en a déjà ouvert. Parce qu'en fait, bah, on s'en fout, ça sert à rien, quoi. C'est juste de la perte de temps totale, c'est de la cover policy tout au mieux, c'est de dire regarde, je te l'avais dit, c'était écrit, tu ne l'as pas fait. Mais ça, mine de rien, c'est intéressant dans la démarche parce que ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on veut juste se mettre des principes. Des principes, c'est hyper important, on en a tous, on en a besoin pour exister, pour vivre. Les principes, ça nous permet de choisir plus facilement et d'assumer des choix en se disant bah ouais, non mais c'est parce que c'est par principe, c'est comme ça. Ça nous donne des guides et ça a plein d'intérêts. Ça a cet intérêt de ne pas tout le temps se reposer la question de est-ce que ça c'est nécessaire ou pas. Donc l'intérêt, au moins, c'est qu'il y a, dans cette charte graphique, il faut reconnaître des principes énoncés. Sauf que ce n'est pas des principes de design. Je pense que vous connaissez Material.io, qui a été sorti par Google. Eux, ils sont arrivés avec un truc, boum, regardez, nous on fait du design, on le fait comme ça, l'espacement ça sert à ça, tel composant sert à telle chose. Ils expliquent carrément leur démarche de design, et ils expliquent ce qu'on peut faire avec leur design pour se l'approprier, pour le faire, pour rester cohérent. Ils ne sont pas là en train de dire tu peux utiliser ce composant-là qu'entre 12h et 14h avec des specs hyper précises comme on peut le retrouver dans des chartes graphiques. Mais l'idée reste même, c'est des principes de design annoncés, connus et surtout élaborés ensemble et en collaboration entre développeurs, designers, produits, fonctionnels, market, peu importe, stakeholders, métiers. Ensuite, on va avoir aussi des principes hyper importants dans une offre produit de communication et d'intonation face à vos utilisateurs potentiels prospects, en fonction de si vous vendez des choses ou pas. Nous, on est juste des utilisateurs. Concrètement, ça va être comment, à travers mon appli, je vais faire de l'interaction avec les gens et communiquer. C'est hyper important aussi. Ensuite, on va avoir une écriture. C'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est la manière d'aborder l'écrit. Ça, c'est aussi une des plus vieilles types de chartes qu'on a depuis très longtemps en tant qu'être humain. C'est de la typographie et ce genre de choses. Celles qu'on connaît bien tous, les codings standards, c'est pareil, c'est des principes. Et de ces codings standards, là, vous pouvez aller jusqu'à avoir une librairie de patterns. Le coding standard, ça nous donne des principes de bah, tiens, tu n'as pas respecté tel coding rule, telle best practice. Les dernières grandes familles de principes qu'on a, c'est ni plus ni moins que vos composants, vos style guides à vous. Et ça compose vraiment tous les style guides. Et si on a l'ensemble de ces style guides-là énoncés dans votre organisation, vous êtes à deux doigts d'avoir ce qu'on appelle un design system, c'est-à-dire toute la base de connaissances théoriques pour savoir comment votre organisation veut créer un produit. Et à partir de ça, il faut juste l'exploiter. Il faut exploiter les specs et les recos et écriture, les principes de design et ce genre de choses. Et on peut avoir plein de gains, dont notamment, ça simplifie énormément la collaboration. Ça donne un vocabulaire commun. Pour l'avoir testé à Radio France, quand on parle je sais pas, le web component ShareZone, je dis ça à un graphiste, à un PO, il sait ce que c'est, il saura très bien ce que je veux dire. Ça isole vos éléments, ça fait que des éléments, il y a moins d'effets de bord, on peut les tester unitairement, c'est plus évolutif, ça permet de faire des maintenances moins tricky, entre guillemets, ou moins risquées. C'est-à-dire quand on va toucher un fichier LS d'une cellule ou d'un composant très précis, on va ni plus ni moins que... pardon, j'ai perdu la phrase. On va éviter les... Voilà, ça va être plus simple et ça sera beaucoup plus rapide à maintenir.
Donc les intérêts de tous ces principes et tous ces style guides, c'est la cohérence, c'est ce qu'on cherche, c'est aussi un vrai gain. Ça nous permet absolument en fait, d'être ceinture et bretelle, de ne pas faire d'erreur dans nos prises de décision et nos prises de choix. Ce qui est important quand vous vous lancez dans un type de démarche où vous allez établir des style guides, c'est vraiment d'embarquer tout le monde, d'en parler, d'évangéliser, mais surtout de faire la preuve par l'exemple et par le concret. Il faut absolument tester des choses, donc n'hésitez pas à aller sur styleguide.io, c'est un index qui référence des tonnes de style guides différents pour prendre plein d'idées et pour montrer ça à vos collègues, à vos amis et tout ça. Concrètement sur la refonte d'Inter, qu'est-ce qu'on a fait? Fin de la digression sur l'Atomic Design, fort de tout cet enrichissement et en ayant appris plein de choses sur Inter, on s'est dit bon bah ok, on va faire des composants, sauf qu'on fait du Symfony 2, les composants c'est un peu chiant, comment on fait? On a créé un bundle qui s'appelle Cellular, qui fait juste un principe à travers une fonction twig, et puis une définition et une architecture de fichiers particulière à respecter qui nous permet de créer des petits composants qui viennent autonomes avec leur style de base, leur JS, leur CSS, et qu'on peut implémenter partout. Donc ça a marché. On a eu des bénéfices techniques immédiats, c'est-à-dire que les petits travers des copains designers qui arrivent à la dernière minute, genre, littéralement 15 jours avant la date de sortie, qui nous disent bah, en fait, il faut tout changer. Ben, directement sur le moment, et pendant qu'on était en train d'implémenter Cellular, on a vu les gains, parce qu'on faisait une modification, on savait que ça c'était testé unitairement, donc on savait que ça allait pas péter le truc, et puis fonctionnellement aussi c'était testé, donc ça allait très vite, on n'avait pas à refaire tout le site. Par contre, clairement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a un manque de maturité, on n'est pas tous au même niveau, et on a complètement oublié de juste embarquer les autres, et c'est devenu un sujet technique, le design system. On est resté que entre nous, Inter, l'équipe de France Inter en technique, on n'a pas embarqué les PO ni les produits, donc c'est devenu vraiment un truc un peu cloisonné, mais au moins on a fait la preuve par l'absurde de oui, ça marche. Et l'autre difficulté à laquelle on s'est confronté, c'est que trouver des développeurs front, vraiment front, qui ne sont pas juste SP backend Symfony ou SP intégration, c'est hyper chaud en fait, de trouver des gens qui soient ouverts. Donc vraiment j'insiste, restez ouverts là-dessus, c'est hyper intéressant, ça structure votre offre. Et concrètement sur Inter, ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à mettre en place ces style guides là, et il manque le gros au milieu, il manque les choses vraiment fondatrices qui permettent de faire du design system et du coup des vrais composants. Du coup, c'est quand même sorti, 3e succès, on s'éclate, franchement, ça marche, on est sur une belle lancée, mais on a quand même testé des choses, on a mis en place ce système de composants et on essaye d'embarquer maintenant le design et le fonctionnel pour qu'ils arrêtent de concevoir en page. Mais du coup, on continue notre aventure sur le front en 2016 où bah, Cellular, ça a bien marché, on est content techniquement, c'est cool, ça a des vrais gains, ça a des vraies réductions de coûts, bah, on va le mettre sur Culture. Et on va commencer à créer un pôle design, à se dire non mais on peut plus, il faut arrêter le one shot comme ça sur le design, on va faire des choses par nous-mêmes et on va rester dans notre optique. Le vrai intérêt de ça, c'est que ça permet de rationaliser nos UI. Là encore une fois, on a de la cohérence, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un bouton play, en fonction de là où il est, sera toujours un bouton play visuellement. Pour l'utilisateur, ça fait vraiment des éléments d'interface structurants où son œil, à force de se balader dessus, identifiera tout de suite. Ok, là c'est le header, et là c'est des boutons play, tout ça je peux cliquer dessus, ça va lancer du son. Et c'est l'intérêt aussi de faire cette démarche et d'avoir cette démarche en design system, c'est in fine d'avoir des meilleures performances en tout point, que ce soit des perfs techniques, UX, SEO, tout ce que vous voulez, c'est de se faciliter la vie et de capitaliser sur tout le travail déjà effectué. On enchaîne ensuite, toujours en 2016, sur la refonte de France Musique, donc lui aussi par Cellular, et là on pousse encore un peu le postulat plus loin, où on se dit, bon bah ok c'est cool, on a des composants qui sont sur Inter sur Culture, est-ce qu'avec Musique on n'essaierait pas justement de faire ce jeu de composition un peu Lego, où on reprend le header de Inter, on le balance sur Musique, on prend le footer de Culture, on le balance sur Musique, et ça fait un site. Bah ouais, grave, et ça fait un site, et ça marche, et c'est sorti. Donc on a par contre toujours constaté les mêmes écueils, de ok, c'est hyper compliqué d'embarquer le design et si c'est pas une démarche qui vient du design, ben, d'être en bout de chaîne à la technique, ça nous facilite la vie, mais c'est quand même pas top du top. Il faudra qu'on soit tous ensemble dans les ateliers de conception en amont. Et puis il y a toujours ce postulat de bah ouais, un projet égale un nouveau projet égale un nouveau projet de design, quoi. Donc on repart à zéro et on refait une interface et on capitalise pas, alors qu'on pourrait imaginer des choses assez centralisées.
On arrive en 2017, là on essaye vraiment de stabiliser, on consolide tous nos efforts parce qu'on se fait de plus en plus déboîter entre guillemets par l'audience, et donc là, non pas que notre infrastructure soit en peine ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'on se dit ouais ok, faut qu'on grandisse, on a un peu des 500 en prod des fois, on sait pas trop, faut qu'on mette du test, faut qu'on soit un peu plus serein parce que franchement là on commence à peut-être un peu se faire dépasser par la machine. Mais surtout, on se dit, OK, il nous faut absolument une démarche centrée utilisateur pour aller jusqu'au bout de la méthode Scrum. Donc, on internalise un premier UX. On enchaîne direct sur une refonte graphique de culture grâce à l'arrivée de cette personne-là. Et on fait ce qu'on appelle de la cellularisation de nos frontaux. Donc, on va prendre un France Bleu ou un France Culture déjà existant et on va faire le petit jeu dont je parlais tout à l'heure, de vraiment, comme il faut imaginer, des inspecteurs gadgets en équipe devant un petit tableau en liège où on s'amuse à tirer des lignes entre les éléments d'interface en disant ceux-là sont communs ou s'ils ne sont pas communs, c'est qu'il y a un taf de design à faire pour les rationaliser. Donc il faut qu'on mette dans la boucle notre designer et notre UX et qu'on fasse des tests et des hypothèses. Et mine de rien, petit à petit, on arrive et on a un site qui est devenu complètement 100% en cellule et qui a été complètement rationalisé. Je vous inviterai à aller sur Wayback Machine pour regarder la tête du site de France Culture à sa sortie en 2015 et la tête du site en 2017. Il y a un vrai gain en termes du X, ça s'est vu, et du coup ça s'est vu partout. Ça s'est vu notamment sur la qualité et les perfs front, encore une fois, que ce soit qualité tech ou X. Et surtout, pour consolider, ce que je disais tout à l'heure, on s'est mis à faire vraiment du test, du PageSpeed, savoir s'intéresser à ce qu'on générait en fait avec notre PHP, à se dire bon bah ok, on génère de l'HTML, on sait que ça marche pour les utilisateurs, mais par contre il faut qu'on garantisse que ça marche tout le temps de la même manière. Donc on met plein de choses en place, on se fait des petits dashboards custom avec des alertes, ce genre de choses, des mises en place de valeurs seuil, enfin des trucs assez classiques. Mais du coup, par rapport à notre pyramide de Maslow de tout à l'heure et les besoins d'utilisateurs, où est-ce qu'on en est? À première vue, on en est pas loin quand même. On a un UX qui du coup maintenant nous valide que c'est utilisable et que ça fonctionne. Tous les indicateurs sont ouverts, donc je pense qu'on fait de l'utilisable. Enfin quoi, en 2 ans de temps, on a réussi à un peu step up et à augmenter notre jeu et ça passe. Mais par contre, l'agréable, qu'en est-il? Je suis incapable de vous le dire, parce qu'en fait, l'agréabilité, c'est hyper compliqué à mesurer. Des gens font des bons retours, donc on capitalise là-dessus, c'est vraiment ce pour quoi on travaille. Par contre, mesurer l'agréabilité, concrètement, c'est quasiment impossible. Il y a autant de chances de faire des trucs super comme Mailchimp et son petit singe qui vous raconte des choses pour ceux qui connaissent Mailchimp et qui va vous faire, c'est une petite mascotte qu'ils ont, qui est un petit singe qui vous dit bonjour quand vous vous connectez. Mais c'est un coup aussi à tomber dans un truc à la Clippy comme Microsoft Word, vous voyez, enfin, si vraiment vous avez un bad design là-dessus et que c'est mal foutu, que c'est trop intrusif, ça marche pas quoi. Du coup, l'agréabilité, je sais pas le dire. Mais par contre, ce qui est intéressant en 2017, c'est qu'on a eu un moment difficile. On était à pas loin de 3 ans de mission pour beaucoup de nos lead dev en PHP, et du coup, on a dû anticiper un gros remplacement de plateau entre guillemets, quoi, où vraiment il y a pas mal de gens structurants à notre démarche qui sont partis. On a évidemment perdu des connaissances et des compétences. C'est toujours dur. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On teste Symfony ou on se fait autre chose? Parce qu'en fait, dans tous les cas, soit on continue à faire du Symfony, mais il faut tout reprendre à zéro avec des nouveaux devs, et on prend des risques. Soit dans tous les cas, ces risques sont là, et on peut même se faire plaisir à tester des nouvelles choses en matière de techno, en fait. Donc ça, c'était fin 2017. Je vous remets un petit contexte en rappel quand même, parce que ça a pas mal étayé notre raisonnement. On a des API et des microservices en Node.js. On a un front-end avec une navigation asynchrone pour permettre aux utilisateurs de continuer la lecture d'un son quand ils passent d'une page à une autre. Aussi en JS, on a du lazy load des images pour des questions de perf. On a des composants maison en PHP, mais qui ont aussi une partie côté client en JS, designée en event-driven, avec un store d'event qu'on a fait nous-mêmes et tout ça. Et on a un player et un éditeur en Markdown en JS. Donc en fait, on fait quand même pas mal de JS, et on a retourné la question, on se dit, mais que nous apporte le PHP dans tout ça en fait? On n'a pas su répondre. Et du coup, on a décidé de partir sur React. On s'est dit, ok, autant se faire un kiff, autant continuer à aller à l'avant-garde. On venait sortir notre cluster Kubernetes en prod il y a 1 an de ça maintenant. On était hyper chaud bouillant pour se challenger un peu. L'infra, il nous avait mis le jeu assez haut, donc on s'est dit, ok, côté front, faut qu'on cartonne aussi. Et on s'est dit, d'accord, on va apprendre des choses, on va repartir. L'autre intérêt de passer sur du React, c'est qu'il y a beaucoup plus de profils React en ce moment sur le marché, pour nous qui travaillons énormément avec des prestataires et des sociétés de prestations. Donc ça rentre en jeu, mine de rien, dans nos décisions techniques.
Donc on a décidé de sortir de notre zone de confort, faire notre expérience, apprendre à avancer et juste tester et puis peut-être fail. L'idée c'est qu'on a de la prod, elle doit continuer à tourner, mais on doit continuer de la faire évoluer. On ne fait pas de stabilisation et on ne s'arrête pas, quoi. Mais du coup, la prod dans SF2, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on a fait un Symfony avec un React. En fait, on s'est dit, grâce à une presse de Joli Code d'ailleurs, qui nous a donné l'idée et qui ont partagé leurs slides sur GitHub, et je vous invite à aller les voir, on a mis un microservice React qui fait du server-side rendering et qui est attaqué directement par le Symfony 2 pour servir du statique, genre des footers et des choses assez statiques. Et l'idée, c'est de continuer la cellularisation de tous les sites. Une fois qu'on a des components en PHP partout, on va les traduire en JS parce qu'on aura déjà nos règles métiers isolées. En parallèle, en 2018, ce qu'on a fait en plus, c'est de mettre en place une communauté de pratique front. C'est le problème de la méthode agile en Scrum, c'est qu'on est organisé par produit, donc on voit énormément le produit, mais on perd en interaction de développeurs et de domaines. Donc là-dessus, c'est hyper compliqué, donc on a mis en place quelque chose où on se met tous ensemble en tant que dev et on s'intéresse à notre pratique de dev front. Est-ce qu'on a des redevabilités, responsabilités, qu'est-ce qu'on fait, comment voilà, on s'intéresse, on se met un backlog d'amélioration continue. Et surtout, j'ai dit tout à l'heure que notre vision cible, c'était de faire du React. Bah, on a testé, c'est quoi de faire du React en prod et en vrai. Donc on a refondu entièrement un site qui est Move. Et on l'a sorti là il y a une semaine. Et c'est un succès, et ça fonctionne hyper bien en prod. Donc on sait clairement notre vision cible est validée. On sait comment on va accompagner notre prod actuel, Symfony 2, vers ça. Et du coup, on va continuer à aller dans cette démarche-là. On estime qu'il y en a à peu près pour 2 ans de boulot, à tout componentiser et à tout passer en React. C'est du gros smile, on n'en sait rien, mais voilà, on va tester. Mais du coup, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, demain, le design system, on est toujours en train... on n'a plus besoin de convaincre maintenant, les gens sont convaincus, mais il faut passer à l'action. Donc concrètement, on a mis ça en roadmap déjà. C'est une superbe avancée. On est passé de gens hyper réfractaires à de gens qui mettent ça en roadmap. On va refondre FIP. On se pose la question de, bon bah ok, est-ce qu'on ne fait pas un FIP en design system driven? C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre en place un design system et seulement après on va faire l'implémentation. Et donc ça, on est hyper chaud côté technique. Ça, c'est dommage. Ok. C'était un slide normalement où j'expliquais qu'on voulait faire surtout de la web perf côté CI avec des outils comme Lighthouse par exemple, qui est un outil open source de Google et qui permet d'auditer tout votre front. On peut le foutre sur un serveur et le commander en CLI, et puis il peut directement faire des commentaires et des notes de feuilles dans vos MR et vos PR, dans GitLab, dans GitHub, dans ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est en projection pour 2019. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose à retenir de toute cette presse, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps, si vous pouvez, si vous avez cette chance, vous octroyer du temps pour regarder votre état, faire un état des lieux de votre entreprise, de vos produits, de votre organisation de travail, de comment vous collaborez tous ensemble entre métiers différents. Il ne faut pas hésiter à discuter, à en parler, à débattre, à évangéliser, mais surtout à tester. Vous avez une super idée, bah ouais, ok, codez, faites-vous plaisir, testez des choses, ambiancez-vous quelqu'un si vous avez besoin de quelqu'un parce que vous n'avez pas la compétence. Allez lui en parler, payez-lui un café, ah tiens, j'ai pensé à toi, est-ce qu'on se ferait pas ça et tout, ça serait cool. Et franchement, il faut y aller. Et en gros, nous, parce qu'on a osé y aller, on a eu cette audace, on arrive maintenant à lire ce genre de choses, alors qu'il y a 3 ans, c'était une honte, sincèrement, enfin, on se cachait en marchant dans les couloirs. Donc on a ce genre de feedback maintenant qui sont juste hyper précieux, quoi. Donc voilà, merci à tous.